On a dû réaliser, je crois, 68 tests et on a eu 3 personnes qui ont échoué, 2 qui ont avoué. Ouais, Chris, c'est bon ça, ouais! Salut à toi. Dans cette vidéo, on se retrouve pour aller voir une compétition de bodybuilding naturel. On va accompagner mon élève Chris qui s'entraîne depuis moins de 3 ans et qui va faire sa toute première compétition. Le but de la vidéo, c'est de voir comment ça se passe réellement une compétition de bodybuilding, comment ça se passe dans les backstage, sur scène, quels sont les critères des juges pour départager les athlètes, mais on fera également un gros point sur le sujet des contrôles antidopage. J'ai personnellement participé à des compétitions de bodybuilding naturel, j'ai été vice-champion d'Europe UIBBN et j'ai également fait un top 6 mondial à l'INBA. Malgré ça, je n'ai jamais été contrôlé par ces fédérations, alors que j'aurais clairement bien aimé l'être. Et durant mes compétitions, selon mon point de vue, j'avais de gros doutes sur certains participants. Aujourd'hui, on sera dans une autre fédération, la WNBF, qui semble être la fédération naturelle la plus contrôlée. Donc dans laquelle tu as le plus de chances de n'affronter que des athlètes naturels. Je désamorce directement le truc, les gens qui ont envie de se charger, même si c'est illégal, même si c'est mauvais pour leur santé, c'est leur problème. Il y a des compétitions qui leur sont dédiées, c'est d'ailleurs le cas de la majorité des fédérations, où il n'y aura pas de contrôle sur les athlètes. Mais ce que va rechercher une fédération naturelle avant tout, c'est que tous les athlètes puissent combattre à armes égales. Bon allez, on passe aux choses sérieuses et on se retrouve à la compète. Je te rappelle avant de partir que je sors une nouvelle vidéo tous les mercredis à 18 h, donc pense à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien rater. Donc là ici on est arrivé, là on voit toute la salle avec le public, donc on est dans une assez petite salle. C'est la première fois qu'ils organisent une compétition ici en Belgique, donc ils ont préféré commencer un petit peu plus petit. Et là juste à côté, on a la star du jour. Voilà, je fais la mise au point. Et là, juste en bas, hop, petite mise au point. Normalement, c'est l'ami Joko qui est là. Je n'ai pas bien vu, il a changé de coiffure récemment, mais je pense bien que c'est lui qui fait partie des juges. Ce sera la première fois qu'il juge, donc on verra un peu ce que ça donne. Et là, il y a l'organisateur, Artus, qui est l'organisateur et le président de WNBF Belgique. Aujourd'hui, la journée est découpée en 2 parties. Le matin, on va avoir les catégories femmes, donc ça va être bikini, women's fit et figure. Les masters, les juniors, qui eux ont moins de 24 ans et c'est la catégorie dans laquelle Chris sera, et les men's physique. L'après-midi, on passera ensuite aux différentes catégories bodybuilding. Ici, il n'y aura plus de catégorie d'âge, mais uniquement des catégories par rapport au poids. Chris va également participer l'après-midi en bodybuilding lightweight. Ici, on est en direct de backstage, donc il n'y a pas énormément de place. Maintenant, bon, ça rend les choses plus conviviales. C'est ici que les athlètes vont attendre entre leur passage et vont s'échauffer. Donc là ici avec Chris, on va justement commencer l'échauffement. Il se prend sa petite galette de riz avec le miel, la grande classique. Et après on va congestionner un maximum pour justement qu'une fois qu'il sera sur scène, qu'il puisse vraiment tout exploser et qu'il soit le plus volumineux possible. It's no use, cause you can't stop it from shining through. It's true, baby. 33, 34. Donc là on débute, c'est les juniors qui arrivent, donc le groupe où il y a Chris. Yep, 93. Je reprends en voix off parce que sinon je vais me faire striker en moins de 30 secondes avec les musiques. Ici l'idée c'est que les athlètes vont faire les différentes poses imposées devant les juges afin d'être départagés sur base de différents critères. D'abord ils débutent avec la position relâchée de face. On est bien d'accord, l'idée n'est jamais d'être totalement relâché mais plutôt d'avoir une position de face sans être sur une pose bien définie. Ensuite il faut un quart de tour pour être en position relâchée de profil. Triceps de côté, l'objectif c'est de mettre en avant pas uniquement un muscle en particulier mais d'afficher le meilleur rendu possible sur tous les aspects visibles dans cette position. Ensuite, il passe sur la classique double biceps de dos. Encore une fois, les juges ne vont pas regarder que le dos, mais l'ensemble du corps, que ce soit le dos, les biceps, les fessiers, les cuisses ou encore les mollets. Ils vont ensuite prendre la position side chest, qui est un peu la position phare d'Arnold Schwarzenegger, et ensuite on repasse de face avec les abdos de face, qui permettent également de bien voir les quadriceps. Et on termine avec la grande classique, le most muscular. Toutes les positions latérales doivent être faites à gauche et à droite. Ici, je ne t'ai pas tout montré, mais tu comprends l'idée. Les juges vont ensuite inverser l'ordre des différents athlètes afin de comparer mieux l'un et l'autre et de les départager au mieux. C'est-à-dire que si différents athlètes sont difficiles à départager, on peut leur demander de se déplacer, d'aller se placer à côté d'une autre personne, de représenter différentes poses, etc. Et ensuite, ici, il termine avec une partie un peu plus chaud pour le public où les athlètes vont se rapprocher et représenter les poses qu'ils désirent et qui
qu'il préfère pour se mettre autant en avant que possible. Voilà, bah, du coup on est avec Joko, que normalement il y en a certains qui connaissent, qui est juge à la compète. Salut, donc première expérience en tant que juge ici à WNBF. Donc là on était 7 juges. Ok, et il y a un chef juge. Il y a un chef juge. C'est lui qui est au centre ou quoi? Et des juges plus expérimentés, oui, c'est lui qui est au centre, qui donne les commandes pour les athlètes. Et les critères alors, vous vous basez sur quoi? Pour donner une petite idée générale à ceux qui s'y connaissent pas, quels sont les critères qu'on va juger pour dire lui il est meilleur que lui? Donc on a d'abord les critères de symétrie. Donc symétrie, c'est pas juste la droite, la gauche, c'est aussi bien le haut que le bas du corps. Voir s'il n'y a pas de groupe musculaire trop en retard, trop en avance. Donc quelqu'un qui va par exemple avoir un super bon haut et des jambes pas fameuses pourrait passer derrière parce qu'il n'est pas symétrique qu'un gars qui a un haut moyen et un bas moyen. Oui. Donc le critère de la symétrie, c'est autant d'importance que le critère de la masse musculaire et de la définition. Donc ça, c'est le deuxième critère. Il y a la symétrie et il y a la condition. Donc la condition qui reprend la masse musculaire et le taux de sèche. Et quand tu arrives, par exemple, sur les KT que tu disais, qu'il y a quand même beaucoup de personnes avec des niveaux assez similaires, qui au final sont symétriques, beau haut, beau bas, belle définition tous les deux. Sur quoi tu te bases? Sur quoi vous vous basez? Alors ce qu'on essaye déjà, c'est de faire un call-out. On va rassembler les athlètes qui sont plus susceptibles d'être dans le top. C'est ça. Pas hésiter à déplacer les athlètes pour les comparer vraiment, parce qu'évidemment les athlètes qui sont aux extrémités, les comparer c'est pas toujours évident. Donc on procède par ordre d'élimination. Des fois ça saute aux yeux, c'est quelque chose qui est bête, mais des fois il y a un athlète, il arrive sur le plateau, on le voit dans la seconde, on se dit ok, c'est lui, il est énorme. Maintenant ici ça s'improvise pas, comme c'est une compétition pour avoir des cartes pro, il y a quand même un très gros niveau. Et donc, il n'y a pas vraiment de place à l'improvisation parce qu'il y a la qualité du posing qui est super importante aussi. Où il y a des athlètes qui sont peut-être un peu moins bons, qui arrivent très bien à se mettre en valeur. Et il y a quand même de l'expérience en compétition à avoir avec ça. Je pense par exemple l'orientation des lumières, de la scène, qui peut faire qu'on doit ajuster le posing. Ok, parce que c'est vrai que ça rajoute au final au troisième point. Comme tu dis, tu as la symétrie, tu as la sèche, la définition, et puis tu auras aussi l'aisance. Même si au final, quelqu'un qui a une meilleure aisance, il va mieux rentrer sur scène, mais ça veut dire que tu auras un mec énorme, super bien défini et tout, en bodybuilding, mais qui n'a pas une belle aisance, mais qu'on se rend compte que c'est le meilleur, il serait peut-être pas mis devant parce que pour une carte pro, le mec est peut-être pas prêt. Oui, c'est quelque chose qu'on ne se rend pas compte, c'est que le posing et l'aisance, c'est très compliqué. Quand on parle de l'aisance, on parle de la fluidité aussi des transitions, d'avoir le sourire sur les poses, ça c'est pas évident du tout. Et de pouvoir encaisser, parce qu'évidemment les athlètes qui sont sur plusieurs catégories, qui sont appelés pour l'overall, physiquement c'est pas évident, on voit qu'il y a toute une technique, la respiration à avoir pour garder les pauses. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut paraître simple de prime abord, alors que c'est en réalité assez compliqué pour les athlètes et pour les juges aussi. Donc là ici, on va commencer les passages pour l'après-midi, la matinée est terminée, on passe à la deuxième étape. Tous les juges sont déjà installés et on attend les athlètes pour les premières catégories de l'après-midi. Donc là, ce sera catégorie bodybuilding avec les différentes classes de poids. Normalement, ce sera dans cette période-ci qu'il y aura les plus gros athlètes, les plus gros physiques. De base, il est interdit de filmer la compétition de façon professionnelle, mais j'ai eu l'accord pour filmer les passages de Chris. Par contre, ça fait que je n'ai pas d'image pour illustrer les passages des autres catégories. Pour ceux que ça intéresse et qui ont envie d'avoir une idée réelle du niveau des participants de la compétition, je vous invite à aller sur le compte Instagram de la Fédération belge. Je vous le mets ici et en description. Ce moment, j'imagine que vous l'attendez tous, il est temps de discuter de la réalité des contrôles antidopage dans les fédérations naturelles. Est-ce qu'il y a vraiment des contrôles? Comment est-ce que ça se passe et quelle est réellement leur fiabilité? Là en fait à la WNBF, donc c'est une fédération naturelle mais avec double contrôle antidopage. Donc le premier contrôle qu'on a, c'est obligatoire pour tous les participants, c'est ce qu'on appelle le polygraphe, donc c'est un détecteur de mensonges. Alors je sais qu'en Europe ça peut paraître un peu farfelu, la plupart des gens ont du mal à y croire, ils pensent que voilà, c'est pas très fiable. Bon déjà, je pense que le premier point le plus important c'est l'effet de dissuasion. On sera toujours en retard sur les techniques de dopage, et donc du coup la meilleure arme c'est la dissuasion. Je pense aussi qu'en fonction de qui fait le polygraphe ça change tout. Nous on a fait venir du coup un Américain qui est un policier retraité et il faisait des polygraphes dans le cadre de la justice aux États-Unis parce que là-bas c'est reconnu. C'est un test qui dure 20 minutes si ça se passe bien et donc au début il va poser des questions où il va demander de dire une vérité. Donc par exemple, est-ce que tu t'appelles Kylian? Donc là on sait que c'est une vérité. Du coup il va voir, tu as des capteurs donc sur tes doigts pour la transpiration, au niveau de ta respiration, pour le cœur, sous tes fesses pour des mouvements, et puis un ou deux autres capteurs. Après, il y a toutes les questions en rapport avec notre politique antidopage. Donc, la WNBF, on demande de 10 ans sans stéroïdes, 10 ans sans hormones de croissance. Le clenbuterol, c'est 2 ans. Après, les diurétiques, c'est 6 mois. Et au total, du coup, on a dû réaliser, je crois, 65 ou 68 tests.
de polygraphe en 3 jours et on a eu 3 personnes qui ont échoué. Donc sur les 3, on a eu 2 qui ont avoué, donc une qui a avoué et qui a en plus échoué le polygraphe, une qui a avoué avant du coup qui n'a pas été autorisée à concourir mais qui n'a pas échoué le polygraphe puisqu'elle ne l'a pas passé, mais elle a avoué avant parce que une fois arrivée dans la pièce, c'est dit merde, j'arriverai pas quoi. Quand elle était avec nous avant fait remplir un questionnaire etc. La personne avait dit que voilà, il n'y avait pas de problème et puis finalement quand elle arrive dans la pièce, qu'elle a vu que c'était quelque chose de sérieux et que c'était pas des conneries, que on lui a mis tous les équipements sur elle et en fait elle a dit non mais oui en fait j'ai pris des trucs voilà. Comme tu peux le voir, tous les participants à la compétition sont automatiquement contrôlés au polygraphe qui est en réalité un détecteur de mensonges. Il s'agit d'une méthode pertinente mais qui a également des lacunes et qui ne garantit pas de détecter tous les tricheurs. À la WNBF, ils ont l'avantage d'avoir un vrai professionnel qui s'occupe de faire passer les tests. C'est comme dans tous les métiers, il existe des gens qui assurent et d'autres moins. Ici, ils ont mis toutes les chances de leur côté afin d'avoir de bons résultats. Au-delà de ça, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est l'effet préventif de ce genre de contrôle. On soit bien d'accord, il faut vraiment être attardé pour se charger pour une compétition naturelle, ou c'est de charger plutôt dans sa vie, payer son inscription, et je peux te dire que l'air de rien c'est déjà un vrai coup. Faire toute une préparation durant plusieurs mois, se déplacer jusqu'au lieu de la compétition, ici c'était une compétition internationale donc il y avait pas mal d'athlètes de l'étranger, pour au final se faire prendre et rentrer chez soi comme un idiot. Tout ça pour au final, même si ça passait, gagner une médaille et un t-shirt face à des gens qui étaient clairement désavantagés. Alors on est bien d'accord que des guignols, clairement il y en a plein. Il y en a bien évidemment qui passent entre les mailles du filet pour ce genre de compétition. Mais si je peux leur passer un message, c'est de se rappeler à quel point ils sont mal au fond d'eux pour en arriver à ce genre de choses. C'est clairement pas de la muscu qu'ils devraient faire pour régler leurs problèmes d'ego, mais c'est aller chez un psy. Voilà, ensuite on essaye aussi de faire des contrôles urinaires, c'est ce que là j'ai avec moi. C'est un coût pour la fédération, donc on peut pas tester tout le monde en urinaire, mais on a testé du coup là j'ai vendredi lors du check-in athlète, il y avait un athlète pro qui a gagné sa carte pro l'année dernière au championnat du monde, qui est venu du coup à la compétition. Je lui fais un contrôle inopiné. Les règles minimales en WNBF déjà c'est de tester 100% des compétiteurs avec le polygraphe, d'une, et de deux c'est de tester au minimum en urinaire les gagnants de Procard. Donc là on a du coup en bodybuilding on a eu 3 Procard, c'est les 3 tests qu'il y a ici. Ce matin en men's physique on a eu 2 Procard, donc les tests sont déjà dans le frigo, et on a eu aussi une femme en fit body qui a gagné sa carte pro et qui a fait un contrôle urinaire aussi. Donc moi le but c'est, si la fédération chaque année elle grossit, plus il y aura d'argent, plus je vais essayer d'augmenter le respect des règles antidopage et le nombre de tests. Donc chaque année il y aura de plus en plus de pros et donc chaque année on pourra faire de plus en plus de tests hors saison sur les Belges, parce que là c'est la première année, donc j'imagine que dans 10 ans j'espère qu'on aura plusieurs dizaines de Belges qui seront professionnels. Et là, à ce moment-là, on pourra faire vraiment des tests hors saison si les moyens de la Fédé le permettent. Un élément qu'il faut également savoir, c'est que pour ce genre de compétition, les cash prize, qui étaient il me semble de plus de 1000 € pour le vainqueur toute catégorie en body, ne sont pas directement donnés sous forme d'argent, mais plutôt comme participation aux frais pour les athlètes qui vont aller à une autre compétition. Donc ça veut dire qu'automatiquement, le gagnant il sera testé après sa victoire. S'il n'est pas pris, il pourra aller à une autre compétition, mais pour l'autre compétition, il devra représenter encore une fois un polygraphe, et s'il était pris, de toute façon, il ne pourrait pas participer à la compétition. Donc à chaque fois, c'est une boucle sans fin. À chaque fois, quelqu'un qui triche serait susceptible de se faire réattraper par la suite. En plus, s'il est pro, il sera susceptible de se faire tester de façon inopinée à n'importe quel moment de l'année. Encore une fois, il y en a plus que probablement qui trichent, qui passent entre les mailles du filet, que ce soit pour le polygraphe ou les tests urinaires. Mais il faut vraiment être limité et pourri au fond de soi pour en arriver à ça. On peut jamais garantir que 100% des gens sont naturels, mais en tout cas, je pense qu'on peut dire clairement que la WNBF, c'est celle qui offre le plus de garanties, qui a le plus de gens naturels sur scène. Alors voilà l'heure à laquelle on quitte la compétition. 21h07, on était arrivé, moi je suis arrivé un petit peu avant 10h. Donc comme quoi les compétitions c'est aussi des grosses journées, c'est des moments incroyables. C'est souvent comme ça, quand on reste du début à la fin, la journée se termine très tard. Il y a souvent un petit peu de retard sur les compétitions de body, même de power aussi. Maintenant ici ça a été particulièrement bien géré. Donc très peu de retard cette fois-ci, c'est normal que ça finisse tard. Si la vidéo t'a plu, pense à me laisser un pouce bleu et à t'abonner. Je sors une nouvelle vidéo tous les mercredis à 18 h, donc pense également à activer la cloche quand tu t'abonnes. Pour toutes les demandes de suivi personnalisé, que ce soit pour participer à une compète comme Chris, ou encore pour devenir tout simplement la meilleure version de toi-même, c'est sur mon site kilianhagen.be. Et moi je te dis à la prochaine.